Un universalisme non rival ou non rivalitaire est-il possible? C'est toute la question qui se pose à la lecture des essais de Walter Bryce Gallier concernant les concepts essentiellement contestés, le concept essentiellement contesté de démocratie. Les concepts n'apparaissent à Gallier comme conflictuels que parce qu'ils sont construits dans une intention rivale et présentés dans la perspective d'une compétition, d'un championnat, si vous voulez, pour la détermination de leur sens légitime. Or, Xi Jinping conçoit ces conflits et ces malentendus comme dépassables, comme négociables. Comment? À partir d'un type de dialogue particulier qui comprendrait deux conditions préalables. D'abord, reconnaître le caractère politique relatif des modèles qui dialoguent, c'est-à-dire la force des axiomes qu'ils déploient comme essentiels à leur identité. Reconnaître cela. Ensuite, renoncer au nom de l'universelle règle d'or de la morale ou au nom du principe onusien ou westphalien de non-ingérence, ou Ganja Yuan Li, comme on dit en chinois, Xi Jinping en parle, au nom de ce principe, renoncer à la tentation de contraindre l'interlocuteur pour l'amener à modifier ses axiomes essentiels, les axiomes essentiels de sa politique. Renoncer à toute forme de colonialisme idéologique sous de faux airs, colonialisme idéologique qui se part souvent de faux airs d'idéaux universels, convaincu qu'il est bien évidemment d'exprimer une vérité absolue qui ne souffre aucune contradiction en vertu, bien sûr, du principe bien connu de non-contradiction. Nous en avons déjà parlé. Alors, si ces deux conditions étaient entendu, le dialogue pourrait se prolonger en construction de projets susceptibles de satisfaire des intérêts identifiés comme communs. Et telle me semble la méthodologie perspectiviste spécifique du dialogue socialiste à la chinoise et des BRICS, d'une manière générale, des pays du Sud global, qui se dégage, en tout cas au moins de la lecture de la doctrine Xi, qu'on peut comprendre comme une axiomatique scientifique, finalement, même si une telle notion n'a pas d'usage dans les études marxistes et les débats internes du Parti communiste chinois. Le marxisme se présente comme une doctrine scientifique, et je crois que de ce point de vue, il l'est encore, donc c'est l'argument que je soutiens ici. Et la doctrine Xi s'enrichit d'un nouveau concept scientifique. C'est-à-dire que en parler comme d'une axiomatique n'est pas une hypothèse contradictoire avec sa prétention, notamment avec sa prétention à valoir comme science. Selon la définition qu'en donne Robert Blanchet, une axiomatique est un système de propositions déduites d'axiomes arbitraires, mais consistants entre eux, qui n'ont de validité qu'à l'intérieur de ce cadre. Bon, au sujet d'une réflexion sur la réduction de toute science à une collection d'axiomes fondateurs, réflexion qui a commencé en Occident au moins avec les éléments d'Euclide, je vous renvoie donc à l'ouvrage de Robert Blanchet, L'axiomatique, publié au PUF en 1955. Et ici, peu importe, pour répondre à Gallier, peu importe donc que ces axiomes et les conclusions qu'on en tire soient contestés de l'extérieur. Parler d'axiomatique, c'est dire qu'un modèle est imperméable aux critiques externes. De même qu'il n'y a pas de sens à comparer d'un point de vue rival la logique de Boole et l'algèbre élémentaire ou classique, il n'y a pas de sens non plus à opposer la géométrie riemannienne à la géométrie euclidienne ou les phénomènes de la logique newtonienne avec ceux de la théorie de la relativité, etc. On pourrait multiplier les oppositions de ce genre. De la même manière, le principe socialiste de la mandarine tire la même conclusion
conclusion de nullité d'une mise en compétition de doctrines politiques différentes de la démocratie. Il dénonce ce principe de la mandarine auquel je reviens, dont j'ai déjà parlé, je vous renvoie au précédent podcast sur ce sujet. Ce principe de la mandarine dénonce l'absurdité de toute prétention d'un axiome tiré d'un paradigme défini à s'exporter dans un autre. On pourrait se demander le sens que peut encore avoir le dialogue de paradigmes considérés a priori comme autonomes, étanches l'un à l'autre. Que signifie dans ce contexte-là dialoguer? Parler de modèles politiques comme d'axiomatiques, est-ce que ce n'est pas confiner le dialogue dans les marges, voire le condamner au dialogue de sourds, puisqu'il ne portera jamais directement sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les axiomes qui en définissent l'identité? Eh bien, la doctrine de Xi insiste sur la dimension pratique du dialogue, non sur sa dimension critique. Si elle est une philosophie, ce n'est pas fondamentalement une philosophie critique, mais une philosophie pratique. Son dialogue prend seulement la forme d'accords sur d'éventuels intérêts communs. La Chine ne considère pas qu'elle soit légitime à entrer en discussion avec les axiomes politiques de ses interlocuteurs, qu'elle est à essayer de les faire évoluer. Elle cherche seulement, à la marge, les intérêts communs qui peuvent permettre un dialogue pratique. Donc pas de dimension critique de ce socialisme à la chinoise dans sa relation avec les pays tiers. Le dialogue prend seulement la forme d'accords, je le répète encore une fois, sur d'éventuels intérêts communs. On n'a à dialoguer avec personne, comme le rappelle au cadre du parti la doctrine des 7 tabous Qibujiang du document numéro 9, mais on peut et on doit chercher à s'accorder, rezuo en chinois, on doit chercher à s'accorder avec tous. Et si l'on veut encore parler de dialogue, on peut encore parler de dialogue, il faut bien comprendre que ce dialogue ne consiste jamais à remettre en question l'identité politique de son interlocuteur, c'est-à-dire à essayer de faire bouger ses axiomes. Le dialogue avec les interlocuteurs internationaux de la Chine, qui défendent des modèles de démocratie différents, porte seulement sur les stratégies permettant de satisfaire des intérêts que ces interlocuteurs se reconnaissent comme communs. Le principe de la mandarine est la formulation métaphorique d'une axiomatisation du champ des doctrines politiques. Je crois que c'est la conclusion à laquelle on peut arriver. Cette axiomatisation est une précaution méthodologique qui prépare la doctrine des accords politiques, une doctrine des accords, en l'immunisant des malentendus polémiques toujours possibles, suscités par les atavismes du suprémacisme ou de l'hégémonisme occidental ou de son impérialisme, qui n'est jamais bien loin. Elle nous semble, cette axiomatisation, elle me semble être un outil censé contribuer à la réalisation du projet formulé dans l'idéologie allemande, dans lequel Marx affirmait, je le cite, que la révolution communiste abolit la domination de toutes les classes. Fin de citation. Vous trouvez ça dans l'idéologie allemande, page 68 de la traduction des éditions sociales, apparue en 1971. Donc, l'axiomatisation du débat politique n'abolit pas les différences de classe, différences d'idéologie, différences de modèles politiques entre l'Occident et l'Orient, etc., le Nord et le Sud. Les différences y perdurent, au contraire, mais non comme un résidu regrettable qu'il s'agirait de surmonter en uniformisant les modèles, mais leur hiérarchisation, variant selon les perspectives, y sont un fait d'une évidence naturelle si forte qu'il est lui-même élevé au rang d'axiome. Les points de vue du Nord et du Sud sont radicalement différents, sans être ennemis.
leurs différences ne les condamnent pas à rivaliser. Voilà donc les concepts approchant d'une axiomatique et d'un universalisme à la chinoise qui me semble enveloppé dans la métaphore socialiste de la mandarine, donne peut-être le début d'une nouvelle réponse pratique à l'énigme de la transmutation des rapports de pouvoir en rapports de puissance. Et je vous propose de nous retrouver dans un prochain podcast pour aller voir du côté du philosophe Zhao Tingyang comment on peut théoriser philosophiquement en Chine, comment on a pu théoriser philosophiquement ce nouvel universalisme à partir de concepts très anciens, à partir du concept traditionnel de Tianxia, sous le ciel, traduit en français par sous le ciel. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.